Bonjour à tous, c'est le Thomas du montage qui commence cette vidéo, et si c'est moi qui commence la vidéo, vous doutez bien qu'il y a eu un petit couac. Le petit couac, il est tout simple. Pendant l'enregistrement, le son de l'invité était mal réglé, et il y a eu un effet pas terrible sur sa voix. Quand je m'en suis rendu compte au montage, j'avais deux solutions. La première, diffuser la vidéo en l'état en la travaillant le plus possible, et la deuxième, c'était de la refaire. J'ai choisi de la diffuser en l'état, en l'ayant donné quand même entre-temps à un ingénieur son qui a fait de son mieux, coucou Béranger si tu nous regardes, pour que ce soit le plus intelligible possible, et je pense qu'elle est bien en l'état. Je n'ai pas choisi de la retourner pour une raison toute simple, c'est que comme vous allez le voir, la vidéo, il y a plutôt une bonne ambiance dedans, les échanges sont assez sympas, assez naturels, et je trouvais que si on la refaisait, on perdait carrément ça et que ça allait être un peu faux de faire semblant de redécouvrir les questions et d'être étonné des réponses, etc. Donc, j'ai vraiment préféré garder le naturel, et c'est aussi le choix que vous avez fait, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je suis sur un Discord sur lequel je passe de temps en temps, et j'ai diffusé un extrait et j'ai expliqué le problème aux abonnés qui sont dessus, et ils ont en très grande majorité, très large majorité, choisi la vidéo plus authentique avec un son un peu moins bien que de leur faire et d'avoir une version qui manque beaucoup de naturel. Alors juste avant de démarrer, trois choses. La première, j'ai mis les chapitres si vous voulez la regarder en plusieurs fois. La deuxième, ça s'entend beaucoup moins sur mobile. C'est vrai que si vous avez un son de très haute qualité, des enceintes de monitoring, une chaîne hi-fi, enfin peu importe, ça va s'entendre beaucoup plus parce que vous avez plus de détails dans le son, mais si vous regardez avec votre téléphone, globalement ça passe et vous le sentirez quasiment pas. Et troisième point, si jamais vous avez un peu de mal à suivre, il y a toujours les sous-titres automatiques. J'ai pas les moyens de payer un sous-titreur professionnel, mais les sous-titres automatiques sur du français marchent plutôt bien. Je vais m'arrêter là à ce sujet. Encore une fois, je suis vraiment désolé. Je tiens toujours à vous donner le contenu de la meilleure qualité possible pour cette chaîne. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous plaira beaucoup et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. On se retrouve pour une interview aujourd'hui, comme vous vous en rendez compte, comme vous allez vous en rendre compte parce que là pour l'instant vous voyez que ma tête, mais donc aujourd'hui c'est format interview. C'est un format qui va changer un petit peu d'habitude. D'habitude on parle de photographes, on parle de leurs projets, de leurs galères, de leurs réussites aussi et un peu de comment tout ça peut nous aider. Mais dans mes contacts j'ai la chance d'avoir Amélie Sanson. Amélie qui travaille à la production d'expositions, qui connaît bien l'envers du décor de comment ça se passe tout ça, plutôt dans des gros festivals. On va en parler avec elle et ça va être l'occasion de poser toutes les questions qu'on a à poser et que certains d'entre vous m'ont transmis à quelqu'un qui est justement dans ce très mystérieux envers du décor en photographie. Et on va voir Amélie sans plus attendre. Bonjour Amélie. Bonjour à tous et toutes. Merci Thomas. Est-ce que tu peux te présenter tout simplement? On va commencer par la question la plus simple. Oui, alors je m'appelle Amélie Sanson, comme tu l'as dit, et je vais me définir par mon métier. Donc actuellement, je suis coordinatrice générale du collectif FETAR, qui est notamment connu pour organiser le Festival Circulation, festival de la jeune photographie européenne qui a lieu au 104 au printemps. C'est quoi le métier de coordinatrice générale? Parce que là, comme ça, on imagine que tu envoies plein d'emails et que tu as plein d'agendas. Qu'est-ce que ça fait une coordinatrice générale? Alors, ça gère en effet plein d'emails et plein d'agendas, mais une coordinatrice générale, si tu veux, c'est un petit peu la locomotive d'un collectif et de plusieurs événements, de manière à ce que tout ait bien lieu en temps et en heure et que tout soit fait de manière la plus fluide possible. Donc, c'est de l'organisation à la fois des trucs un peu chiants de l'administration, du budget, mais on est obligé de passer par là, et puis aussi de l'accompagnement artistique, d'équipe, de lancement de projet. Donc en fait, c'est un petit peu la figure de proue qui fait avancer le schmilblick. Voilà. C'est toi qui gères les artistes aussi, l'arrivée j'imagine, des photographies, ce genre de trucs, les prestats, tout ça? Ouais, tout à fait. En fait, c'est moi qui gère évidemment, je suis pas toute seule, mais je suis en contact avec les artistes sur le début. Après, pour le coup, le collectif FETAR, c'est un fonctionnement un petit peu particulier puisque c'est vraiment un collectif. Donc, on a plusieurs pôles de personnes qui interagissent au même moment avec un comité artistique qui choisit vraiment les artistes, là plutôt côté direction artistique. On a un pôle communication aussi. On a par ailleurs une chargée de production qui m'aide, une chargée des événements qui s'occupe des événements. Donc en fait, c'est vraiment coordonner tout ce petit monde. Et moi, j'ai vraiment à ma charge le fait de faire en sorte que les calendriers soient respectés, les budgets, l'administration. Et puis aussi la responsabilité de la production des œuvres pour que tout soit produit en temps et en heure. Donc voilà. Quand le festival va payer la production des tirages, c'est ce qui arrive des fois, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors t'es passé sur un des points les plus mystérieux de tous. Je pense qu'il nourrit beaucoup de fantasmes dans la tête des gens. Enfin, j'entends souvent des remarques à ce sujet-là. J'ai mon avis dessus et tu vas pouvoir enfin nous répondre. Tu as parlé de comité de sélection des artistes.
Ça, c'est le grand mot, tu vois, comité de sélection des artistes. Et tu vois, quand on prend des grands festivals, alors je ne l'ai pas dit, tu travailles pour Circulation actuellement, tu as travaillé pour le Prix du Livre à Arles, et avant ça, tu étais à Planche Contact à Deauville, c'est comme ça qu'on était rentré en contact, je ne sais plus comment. Ouais. Bref, mais des gros festivals quand même, des grosses pièces. Et donc il y a ce comité de sélection, et ça nourrit un peu dans l'imaginaire, des fois on entend ce côté... alors je vais dire des gros mots, et on verra... Tu me diras si c'est ça ou pas, mais il y a un peu cette image de truc élitiste entre soi où il faut avoir du réseau pour rentrer dedans, tout ça. Et il y a un peu ce côté mystérieux et opaque de. C'est la blague que je fais des fois quand j'essaye de dédramatiser le truc. Je dis, mais les gens qui bossent là-dedans, ils s'appellent pas tous les matins pour dire cette semaine, c'est Patrick qu'on met dans toutes les expos. Et voilà. Il y a un peu ce côté. Tu vois, on ne sait pas trop comment ça se passe et du coup les comités de sélection, comment ça fonctionne? Est-ce que vraiment c'est ouvert ou est-ce qu'il faut un peu honnêtement avoir un peu de réseau pour rentrer dedans selon les trucs, ou est-ce qu'il y a des artistes qui arrivent comme des étoiles filantes parce que ça plaît à un jury et puis voilà? Est-ce que de ton expérience tu pourrais nous parler un peu de ça? Tout à fait. Alors, je comprends complètement. C'est vrai que le côté sélection des artistes, je pense que beaucoup se demandent mais comment on fait pour arriver aux rencontres d'Arles, comment on fait pour arriver même dans des festivals de plus petite ampleur, parce que Arles, pour le coup, c'est quand même un extrême. Du coup, Arles aussi, j'étais aussi en charge de la production des expositions avec deux autres productrices. Alors en fait, si tu veux, ça dépend vraiment, je pense, de la manière dont les festivals sont organisés. Par exemple, à Deauville, le festival Planche Contact, il y a un appel à candidature pour des jeunes talents et également une partie des photographes qui sont sélectionnés par une directrice artistique actuellement qui est Laura Serrani, avec laquelle j'ai pas eu la chance de travailler. Alors qu'à Arles, pour le coup, il n'y a pas d'appel à candidature. Un appel à candidature, c'est vraiment on envoie un dossier, si le dossier plaît, ça passe en fait. Ouais, c'est ça. Postuler, c'est juste... Ouais, je préfère détailler. Tout à fait. Du coup, je distinguerais vraiment les festivals qui fonctionnent sur appel à candidature, c'est-à-dire qu'ils laissent vraiment ouvert leur programmation à ce qui se fait actuellement et à finalement tous les dossiers qui leur seront envoyés. Des festivals qui, eux, veulent plutôt avoir une empreinte plus directe en tout cas dans la maîtrise de la direction artistique, puisque c'est vraiment deux choses très différentes et qui ont d'ailleurs pas du tout les mêmes enjeux quand on monte un festival. C'est-à-dire que quand tu as un appel à candidature, quelque part, tu dépends vachement de ce qui va t'être envoyé. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas être à la recherche de quelque chose de précis, parce que si ça se trouve, dans tous les dossiers que tu vas éplucher, et tu peux en avoir 1000 sous les yeux, tu vas peut-être pas avoir l'exacte ligne directrice que tu cherches. Et du coup, dans ces cas-là, je dirais que c'est moins une esthétique que tu recherches plutôt qu'un positionnement, un engagement. Par exemple, sur le festival Circulation, je sais que le comité artistique a vraiment envie de jeunes photographes jamais vus sur la scène européenne et qui ont quelque chose à dire de l'aspect très contemporain, un petit peu hors des cadres, et elle recherche vraiment du jamais vu. Mais le jamais vu, ça passe. Du coup, cet appel à candidature permet aussi d'être surpris puisqu'on attend du jamais vu. Donc, on a envie d'être surpris, on ne sait pas comment, on ne sait pas par quoi, mais on sait qu'on attend de la surprise, des choses un petit peu décalées, originales, et par ailleurs sur des scènes photographiques européennes qui sont pas forcément très connues. Donc ça, c'est le côté appel à candidature. Ça reste un pari malgré tout. Et en fait, quand tu es plutôt sur des directions artistiques qui vont choisir des dossiers, c'est aussi des programmations qui se construisent au moyen, voire au long terme, puisque c'est des photographes que tu repères, mais qui sont pas forcément prêts tout de suite à exposer, que tu as découvert à travers un livre, par exemple, et tu auras envie que le livre mène à une exposition. Parfois c'est possible, parfois pas. Et puis je dirais aussi que, je suis un petit peu en arrière, mais pour les appels à candidature, il y a des appels à candidature avec des séries déjà prêtes. Il y a aussi des appels à candidature sur des thématiques, et dans ces cas-là, c'est des notes d'intention. C'était le cas à Deauville, notamment. C'est le cas avec une résidence... Ça veut dire quoi, une note d'intention? Eh bien, par exemple, tu vois, je reprends l'exemple de Deauville qui était assez significatif. C'est qu'on accueillait en résidence des jeunes talents, et le thème, c'était, à l'époque, ça y est un peu moins aujourd'hui, mais c'était... Deauville, c'est-à-dire qu'est-ce que vous savez aujourd'hui de Deauville, qu'est-ce que vous auriez envie de montrer, sachant que ça va être une résidence dans laquelle vous allez vivre à Deauville pendant 2 semaines, vraiment en huis clos. À votre avis, quel sera l'impact de ce contexte sur votre pratique? Qu'est-ce que vous pourrez en tirer? Je sais que beaucoup arrivaient à Deauville en étant très inspirés par la littérature notamment, donc il y avait aussi beaucoup de projets en lien avec le texte et l'image. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et aussi, par exemple, avec le collectif ETA, on a lancé une résidence aux Açores sur le thème de l'Oasis. Et ce qu'on avait envie de montrer, en tout cas de proposer aux artistes qui étaient là, c'était qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes aux Açores pendant 3 semaines, le thème c'est l'Oasis. Avec votre pratique actuelle,
connaissant le contexte, qu'est-ce que vous avez envie de dire. Et ça, On propose un projet et Ouais. après tu vas sur place le faire. Donc en fait, il y a Exactement. l'appel à candidature où j'ai ma série, est-ce que ça vous dit de m'exposer? Ouais. Je compte faire ça, est-ce que ça vous dit de me payer pour le faire? Ouais. Et le dernier, c'est plus à l'inverse, le comité qui va suivre des artistes et dire ça, ils sont prometteurs, etc. Ouais. C'est résumé correctement. Ouais, exactement. Ok. Donc c'est vraiment un pari à chaque fois, si tu veux. Surtout, d'ailleurs, même je pense l'appel à la candidature où c'est une note d'intention. C'est-à-dire que tu as beau te dire, ah ben je vais aller aux Açores et je vais faire ce projet-là, peut-être que quand tu arrives sur place, rien ne se passe comme prévu. Donc je pense que artistiquement, c'est un sacré challenge aussi. D'ailleurs, peut-être plus challengeant que juste envoyer sa série. Après, tout le monde n'est pas en mesure de le faire. C'est vrai que la plupart du temps, c'est des résidences qui sont assez courtes. Donc tout le monde n'est pas en mesure d'avoir un projet qui se monte de lui-même en 2 semaines. Hein. C'est quand même un sacré challenge. Donc, voilà. Et tu as parlé de la ligne directrice de certains comités artistiques, dans le bon sens. Ouais. Et du coup, c'est un abonné qui m'avait suggéré cette question, c'est la question des modes en fait. C'est-à-dire, est-ce que des fois, dans les comités où tu as travaillé, où tu as entendu parler, etc., on se dit, ok, la tendance c'est un peu ça, on va essayer de mettre ça en avant, et tu vois, c'est quoi il y a le rôle du public un peu, tu vois, le public attend ça, on va mettre ça, ou est-ce que c'est plutôt... alors ça va être Startup Nation, mais tu vois, top-down, genre, non, c'est ça qu'il faut montrer, on met ça au public. Comment ça se passe, ce va-et-vient, en fait, entre les... Alors, je pense que c'est une question mais qui est passionnante. Vraiment, c'est passionnant. Et alors, à chaque fois, c'est très lié. Moi, j'ai jamais été... Enfin, je suis pas directrice artistique, je suis vraiment productrice d'événements. Donc, je parle de ce que j'en ai ressenti et de ce que j'ai vu, vraiment. Ouais, bien sûr. Mais, en fait, si tu veux, pour moi, la plupart du temps, ce côté mode, enfin ce qui est à la mode en tout cas et ce qui plaît, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si tu es un festival de plus petite ampleur et que tu es encore sur des problématiques de il faut qu'on attire notre public, il faut que voilà on légitime notre position comme un festival qualitatif, etc., contemporain par ailleurs, c'est-à-dire qui montre ce qui se fait aujourd'hui, tu peux avoir de l'intérêt à montrer une esthétique hyper... à la mode, parce qu'il y a des effets de mode, hein, clairement en photographie, et là, de fait, tu dis, ça va plaire, c'est une valeur sûre, c'est ok, on y va. Alors que à l'inverse, quand tu as envie d'essayer d'être un peu précurseur, et il y a aussi beaucoup ça dans le milieu photographique, c'est-à-dire on a envie d'être les premiers à montrer ce qui sera à la mode dans 3 ans, mais évidemment, c'est hyper compliqué déjà de sortir de nos habitudes visuelles, enfin, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est hyper difficile. Et puis par ailleurs, il y a aussi des modes qui sont en fait hyper complaisantes parce que tu vois toutes ces images avec des teintes hyper chaudes, réconfortantes, en fait tout de suite ça plaît esthétiquement parce que ça nous réconforte. Après ça nous apprend rien, ça provoque pas forcément beaucoup d'émotions. Ça dépend ce qu'on recherche dans la photographie en tant que directeur artistique ou directrice artistique. Vraiment. Ça me fait penser à un truc que j'ai lu il y a pas très longtemps. J'ai lu le bouquin de Jerry. Alors c'est Jerry Badger, c'est le pote de Martin Part, c'est qui fait ils ont fait les photobooks, l'histoire du photobook ensemble. Ouais. Ça s'appelait alors c'est en anglais, c'est the Pleasure of Good Photograph, le plaisir des bonnes photographies. Et il parle un peu du milieu des expositions et un peu de cette recherche de nouveautés. Et en fait, il décrit ça comme étant un truc un peu à double tranchant, dans le sens où on cherche toujours le plus nouveau. Et que si parfois tu t'inscris dans une pratique qui est plus classique, je prends un exemple tout bête qui me passe par la tête. J'ai le dernier livre d'Alain. Il est très loin, j'ai du mal à lire. Alain Keller sur New York, qui est de la photographie de rue new-yorkaise, qui est une pratique qui s'ancre dans la tradition de la photographie de rue new-yorkaise. C'est des noirs et blancs dans la rue à New York. C'est très très affilié. C'est aussi très bien. Je vais un peu vite. Je suis censé en parler sur la chaîne, donc j'en dis pas plus. On en reparlera. Mais tu vois, c'est le genre de projet où je me dis ça. Peut-être que ça va souffrir de cette un peu quête de nouveauté tout le temps, et c'est un peu. Je sais pas si tu le. Je suis complètement d'accord, c'est-à-dire qu'il y a aussi des photographes qui ont compris, qui savent composer les photos, qui savent transmettre une expression et qui pêchent entre guillemets parce qu'ils sont dans une esthétique déjà vue ou typiquement sur une géographie déjà vue, les rues de New York, on les connaît, on sait, et du coup c'est aussi très très dur d'apporter de la nouveauté quand on est dans ce contexte déjà vu, et je pense que c'est toute cette profusion d'images maintenant, on a tellement vu d'images, c'est hyper dur d'en sortir. Ce qu'il faudrait, c'est que idéalement plus personne ne produise d'images dans les rues de New York pendant 10 ans, et la personne qui arrivera en 2032 sera peut-être dans ce renouveau, mais c'est vrai que c'est très difficile, et en même temps, je pense que c'est là du coup que toutes les institutions photographiques
n'ont pas le même rôle, n'ont pas le même positionnement, et je pense à titre personnel que c'est bien aussi de conserver cette diversité. Il faut encore des musées qui montrent, des musées, je sais pas, des festivals, des galeries, qui montrent cette photographie qu'on a envie de voir. Certes, apporte pas de renouveau, mais qui est une belle photographie et qui est bien faite. Mais il faut aussi des institutions qui essayent d'aller au-delà, notamment parce qu'en fait l'image elle porte en elle tellement de autre chose que juste de l'esthétique, que finalement il faut aussi qu'il y ait des acteurs qui répondent à ça et qui aillent plus loin que l'image. Mais je suis d'accord, c'est complètement à double tranchant, tu as complètement raison, ce que tu cites en fait, c'est là. Et quelqu'un, c'est pas de moi. Voilà. Tu l'as bien retranscrit. Ouais, tu parais hyper intelligent quand tu dis ça, mais le propos est pas de moi. C'est juste le livre sous mes yeux. Non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est vraiment une complexité, je pense, pour les photographes aujourd'hui, d'essayer de un peu tirer sa carte du jeu quand on est dans ce contexte-là. Ça dépend. Pour le coup, et ça c'est vraiment une pensée personnelle, mais la directrice artistique ou le directeur artistique fait beaucoup et fait même tout en fait pour un événement. Donc je pense qu'il faut aussi cibler une direction artistique et que finalement qui expose à Arles n'exposera pas à Vendôme, n'exposera pas à Sète. Enfin vraiment, il faut aussi choisir. Et je crois que tu l'expliquais d'ailleurs quand tu parlais des lectures de portfolio. Encore une fois, c'était une vidéo faite à partir du livre de Jean-Christophe Béchet. Ça n'est pas de moi, mais oui. Mais oui, il fallait choisir son direct. Tu peux aussi. Enfin, en tout cas, tu vois, c'était dit là, c'est-à-dire que quand tu fais ta lecture de portfolio, si tu t'adresses à une icono, directeur de festival ou de galerie, tu vas ou pas présenter la même chose ou pas de la même manière. C'est un petit peu pareil quand on voit ton portfolio. Si tu l'envoies à tout le monde, évidemment, c'est la porte ouverte à des refus qui finalement s'expliquent par juste une ligne artistique dans laquelle tu tombes pas forcément correctement. Du coup, ça pose une question. Souvent, alors on va le mettre là, mais c'est parce que c'est bien de le mettre là. Souvent, je conclue ces vidéos par 3 conseils pour les gens photographes, et voilà. Mais on va le mettre ici parce que tu évoques le sujet. Avant de rentrer un peu plus dans le fonctionnement des expositions et de qu'est-ce qui se passe pour faire tout ça. Alors, question. Je suis photographe, j'ai envie d'être exposé. C'est quoi pour toi la bonne démarche pour le faire sainement? Alors, tu vois, je dis sainement parce que dans l'absolu, je peux envoyer mon portfolio à tout le monde, tout le temps, et tu vois, j'automatise ça et je mitraille partout, voilà. Ce serait donc plutôt viser les projets avec des appels à candidature ou avec des séries faites, plutôt bien cibler peut-être regarder les prods, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais en fait? Je suis photographe, je cherche à trouver ma première expo dans un petit festival, tu vois, modeste, je veux pas rentrer à Paris Photo la semaine prochaine. Ouais. C'est quoi pour toi la démarche la plus efficace et en même temps celle qui va pas me cramer, tu vois, parce qu'il faut se préserver. Si tu te prends des refus dans la gueule toute la journée, c'est un peu dur. Je pense évidemment que l'appel à candidature c'est une bonne chose, et tu vois l'expérience, il y a des photographes que j'ai vus dans plusieurs appels candidature et ça a fini par payer à un moment donné, mais c'était des dossiers que moi je trouvais très bons mais ça correspondait pas à la ligne artistique, donc tant pis. Mais déjà le fait de quand même envoyer ces dossiers, alors pas n'importe où, préservons nos forces, on n'est pas tous des ordinateurs qui peuvent envoyer les dossiers de manière hyper systématique dès que ça apparaît. Donc je dirais quand même, il faut quand même montrer son travail de manière générale, envoyer des portfolios mais vraiment très ciblés. Et d'autre part, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Comment on cible du coup? Comment on cible? Eh bien, je pense qu'il faut être assez honnête avec soi-même, dans le sens où c'est quoi ma ligne esthétique? À mon avis, c'est quoi ma ligne esthétique? Qu'est-ce que j'ai à apporter? Et finalement, qu'est-ce que je cherche aussi? Est-ce que je cherche à être auprès de grands photographes et j'ai envie aussi d'entrer dans un festival? Je pense qu'il faut aussi voir les festivals, pas que pour soi-même, mais pour tout ce qu'il y a autour. Est-ce que c'est un festival qui met en avant l'art contemporain et moi je suis très installation, donc du coup j'y vais? Est-ce que c'est un festival hyper établi avec des grosses pointures et ça mélange aussi de la jeune création, donc j'aurai à y trouver par les photographes que je vais rencontrer? Dans tout ça, ça a vachement de... Est-ce que c'est en extérieur? Est-ce que c'est en intérieur? Est-ce que ça a une visée internationale ou pas? Vraiment, il y a plein de points. Donc je dirais qu'il déjà il faut se faire voir, il faut bien cibler les festivals. Et puis je pense qu'il y a aussi ce truc de relationnel, vraiment d'aller voir les professionnels et de ne pas hésiter à envoyer des portfolios, à envoyer des petits messages, aller aux événements et échanger. Peut-être d'ailleurs, et c'est un peu la même chose quand je pense, c'est une recherche d'emploi de manière générale, pas forcément avec cette envie de dire bonjour, j'ai un portfolio, exposez-moi s'il vous plaît, c'est de dire
parfois, tu vois, il y a des projets qu'on a fini par exposer parce que les photographes sont venus vers nous en disant voilà, je travaille sur ce projet, c'est pas du tout fini, mais je peux vous montrer ces images. Est-ce que vous auriez une minute, pour m'aider je vous présente ce que j'ai fait. Et en fait, c'est Ok. vrai que je pense qu'il y a un truc un peu flatteur pour toutes les personnes qui travaillent dans les comités artistiques, les directions artistiques, de se dire tiens, c'est un photographe, la série, je l'ai vue avant qu'elle soit finalisée, j'ai un peu Ouais. participé à l'aide à sa construction. Je pense que ça peut aussi marcher. Après, bon, malheureusement, s'il y avait une recette magique, déjà, je la livrerais peut-être pour qu'une J'irai certaine. télécharger là sous la vidéo, c'est 5 euros et on Voilà, serait riche. tout ce que vous vouliez toujours savoir sur comment exposer en entrepreneur. Non, Il y a quand malheureusement, même un ça marche. aspect, il y a vraiment, donc il y a un aspect candidature ciblée, il y a un aspect candidature ciblée et honnête, si je résume, Ouais, et un aspect réseau, indéniablement, de toute façon. Parce ouais. que de toute façon, c'est des gens qui choisissent à la fin, donc à un moment, il faut parler à des gens. Exactement. Et puis, finalement, il y a aussi un truc. Alors ça, c'est plus personnel, mais il y a aussi des photographes qu'on prend vraiment plaisir à accompagner. Bien, si tu arrives avec un super beau portfolio, mais tu arrives vraiment comme un mastodonte, un gros bourrin, il faut exposer, etc. En fait, il y a aussi un truc de relationnel qui se crée. C'est-à-dire qu'au moment où tu choisis entre deux esthétiques qui sont assez similaires, mais entre un ou une photographe ou l'autre, il y a aussi ce truc de qui j'ai envie d'accompagner, quel projet. Il y a un peu un rapport assez émotionnel et personnel finalement aux séries qu'on voit. Pas Ne que. soyez pas des gros cons, c'est le conseil. Ne Et soyez vous, pas ça des gros dépend. cons, un but de vous-même. Dites bonjour, dites merci. Ok. Voilà, enfin, je trouve qu'il y a. Alors, évidemment, c'est décourageant et évidemment, il y a des directeurs et des directrices de festivals qui n'ont pas le temps de regarder des portfolios et de regarder des livres, mais parfois, c'est aller parler, je sais pas, à des responsables de bibliothèques, dans des institutions, à des productrices, des médiatrices qui finalement connaissent bien les équipes quand c'est des petites équipes. Et de mon expérience, je n'ai jamais connu aucune équipe où la direction artistique était complètement inatteignable, c'est-à-dire complètement fermée à ce qui pouvait être proposé, enfin entre guillemets en tout cas déposé sur le bureau d'un directeur ou directrice de Vraiment le festival. côté Illuminati opaque dans une petite pièce à faire des cérémonies pour savoir qui sera le prochain grand artiste, ça n'existe pas, quoi. Alors, je ne suis pas allée partout, hein, je parle de ma petite expérience, mais en tout cas, de ce que j'ai connu, normalement, quand on a vraiment un esprit d'équipe qui est bien dirigé, il y a cette aussi espèce de porosité entre les différents pôles de l'organisation d'un festival ou d'un. Je sais pas, bon, j'ai jamais travaillé en musée ou institution, mais je pense que ça doit être un petit peu pareil. Voilà. Et puis faire parler, je pense qu'en fait, toute la mise en œuvre du projet est aussi importante que sa fin, parce que il faut expliquer ce qu'on fait, ce sur quoi on travaille. Ok. Il y a des séries, je pense, sur lesquelles les expositions se sont décidées avant même que la première photo ait été prise. J'ai D'accord. rencontré par exemple vraiment en semaine d'ouverture à Arles une commissaire qui me disait je vais travailler sur tel sujet au Japon, sur telle communauté, et en fait on était hyper séduites sans avoir vu aucune image, et on s'est dit je parie sur toi. Enfin, il y a ce truc aussi de toute une histoire. Enfin, c'est raconter son histoire. Je pense que c'est très très intéressant. Voilà. Donc pas de recette magique, mais être précis. Ne pas oublier que c'est aussi des relations humaines, Ok. quand même. Et voilà. J'espère que ça vous en aider certains, certaines. Ouais, puis ça rejoint un peu les. J'avais fait une vidéo, alors pas avec, pas en direct comme ça, mais avec les éditions de juillet où Yves m'avait un peu conseillé. Enfin, je lui avais demandé comment on suggère un livre à un éditeur. Il m'avait donné des conseils qui se rapprochent un peu de ça. Et je pense que le ciblage, ça y revient beaucoup. Je pense, tant pour économiser son énergie que pour être efficace. Tout à fait. Et puis, il faut bien se dire que, tu vois, par exemple, le festival Circulation, on a reçu 900 dossiers de candidature. Ça nous prend un temps monstre à éplucher. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, si t'es pas ciblé, ça se sent tout de suite et tout le monde perd du temps. C'est-à-dire que toi, t'as passé 3 semaines à faire un dossier, ou pas d'ailleurs, parce que quand c'est envoyé de manière très systématique, souvent les dossiers, c'est toujours les mêmes. Et ça, pareil, mauvaise idée. Une petite lettre d'introduction. Ok, donc bien adapter son dossier Ouais. à chaque institution est bien. Ça rejoint le ciblage. Pas le dossier générique qu'on copie-colle à tout le monde le dimanche Voilà. matin. Ok. Le portfolio en lui-même, si tu veux, je pense que les images, à un moment donné, elles peuvent aussi rester les mêmes, mais avoir un petit texte aussi, même quand tu envoies ton dossier qui dit que tu as bien compris à qui tu l'envoies, etc. Et surtout, je pense que dans les appels à candidature qui ne demandent que 15 images, si tu en envoies 90, tu n'as pas respecté la règle. Alors, on peut avoir 20 images, certes, mais en fait, parfois, il n'y a pas le temps. Et du coup, c'est très déséquilibré dans l'étude des candidatures. Donc, parfois, il y a aussi ce recul de se dire, bon, bah,
désolé, si on veut en voir plus, on ira vers toi, etc. Mais c'est aussi un exercice de choisir que 15 images parmi 90. Donc respecter les règles. Ouais. Je vais faire une analogie avec ça toute bête. Dans la vraie vie, je réponds à des marchés publics et ça arrive que les clients disent « Ah, c'était 90 pages, vous en avez fait 95 » et ils lisent que les premières et si ça s'arrête là, ils font comme si le reste n'était pas là, tu vois. Et du coup, c'est le risque. Donc respectez les règles. Faut pas jouer avec les gens et surtout du public. S'il y a un nombre d'images, respectez-le, quoi qu'il arrive. C'est horrible, c'est très militaire, mais vraiment, en fait, je pense que ce qu'il faut avoir conscience, c'est, comme tu disais, un peu l'envers du décor, c'est-à-dire que t'es pas tout seul en voyant ton portfolio, et quand t'es dans une masse de 900 photographes, quand même, le challenge pour se démarquer, si t'as pas un tout petit peu préparé ton portfolio, toi, tu sais qu'à circulation, il y a 900 candidatures, tu sais qu'on appelle des rencontres d'art, je pense pour le prix découverte, par exemple, je sais pas combien de candidatures, mais c'est plusieurs centaines également. À l'inverse, peut-être de festivals un peu plus petits sur Deauville, je crois qu'on était autour de 200 candidatures sur les premiers appels. Donc, il faut respect pour l'interlocuteur, quoi. Faut se dire bon, ouais. je suis pas là pour le tartiner d'images. Par contre, 900, ça me paraît pas énorme. C'est-à-dire que si tu envoies une candidature chaque année à circulation, tu as plus de chances d'être exposé d'ici la fin de ta vie que de gagner au loto. Et pourtant, il y a des gens qui jouent au loto tous les dimanches, tu vois. C'est vrai, je n'avais jamais fait le calcul. Écoute, c'est très bien, j'en parlerai au comité artistique, je dirais que c'est quelque chose qu'on mettra en avant, en tout cas pour l'année prochaine. C'est plus de chances d'être exposé à la circulation que de gagner le loto. Ouais, c'est ça, ou d'être frappé par la foudre, ou d'avoir un chien qui s'appelle Paul. Mais ok, donc merci pour les conseils, normalement on les met à la fin, mais merci pour les gens qui vont nous regarder. Du coup, on va rentrer un peu plus dans le détail. Comment ça... Alors... T'as fait je pense que Deauville, alors j'en sais rien, mais d'extérieur, je pense que Deauville et circulation, ça doit s'organiser un peu pareil. Le prix du livre, pas tellement, mais c'est quoi les prix du livre, on en parlera après si c'est trop différent, mais c'est quoi les grandes étapes de préparation de ces manifestations artistiques? Donc ça commence par un appel à candidature, et après comment ça se passe Comment ça se passe comment ça se passe, circulation? Comment ça commence? Enfin bref, c'est quoi l'envers du décor de ce truc? Ça commence quand même, voilà. Tout à fait. Et t'as raison, parce que c'est vrai que et pour Deauville et pour circulation, j'ai été coordinatrice générale, donc j'ai vraiment cette vue d'ensemble sur à peu près presque, parce que je reste humaine, donc je ne peux pas tout faire, mais j'avais cette vue d'ensemble en tout cas sur les différentes strates. Et pour les rencontres d'art, j'étais chargée de production et en charge des prix du livre, donc du coup c'est vrai que j'ai arrivé au moment où toutes ces strates-là avaient déjà été un petit peu organisées en tout cas. Okay. Donc, je dirais que sur Deauville comme sur circulation, si tu veux, on met en place un calendrier, mais qui est vraiment annuel. C'est-à-dire que non, ce n'est pas parce que nous travaillons sur les festivals et des événements que nous travaillons 4 mois par an. Je tiens à dire, puisqu'on m'a déjà posé la question, mais qu'est-ce que tu fais le reste de l'année? Le message est passé, vous savez. Bien, voilà. Donc, n'hésitez pas à contacter nous. En tout cas, nous sommes toujours en train de travailler toute l'année. En fait, il y a toute cette mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des trucs un petit peu techniques, mais de mise en œuvre de calendrier. Okay. Et de budget, puisque c'est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'il faut qu'on détermine en avance quel sera notre budget. Et en fait, ce qui détermine aussi vachement la mise en œuvre des festivals, c'est les recherches de partenariat et les budgets un petit peu prévisionnels, c'est-à-dire que tu as envie de faire 100 000 choses, mais à la fin, il n'y a pas d'argent. Tu dis, je veux exposer 100 artistes avec 20 images chacun de telle taille, ça va coûter tant. Vraiment gros. Enfin, ouais, très schématique. Oui, c'est ça. Hein. Donc tu dis, ok, ça va coûter tant, et après, vous allez chercher l'argent. Alors en fait, des fois, si tu veux, ça c'est vraiment, je pense, quand tu te positionnes dans un festival qui est un peu tout nouveau, mais on a toujours une base sur laquelle on sait qu'on se repose parce qu'il y a des partenaires institutionnels qui nous soutiennent chaque année. Bon, il peut y avoir des petites variables, mais c'est assez rare que du jour au lendemain, il n'y ait plus rien. Juste par curiosité, qui par exemple par exemple, souvent les villes financent les événements, la région, la DRAC, l'État, les communautés de communes, enfin vraiment les institutions publiques très territoriales, en tout cas financent très régulièrement les événements. J'ai pas d'exemple en tête où ce serait pas le cas. Alors parfois tout le monde ne finance pas, mais voilà, à minima on sait qu'on peut compter sur ça. Donc il y a le socle public et puis après on va chercher le... Voilà, exactement. Il y a le socle public, il y a aussi le socle privé avec du mécénat et des partenariats. Donc ça, il y a des socles qui sont acquis et d'ailleurs,
la meilleure chose, c'est d'acquérir ces partenariats pour plusieurs années, comme ça te fait un petit coussin. Mais si par exemple tu dis tiens, cette année j'aimerais avoir un programme événementiel un petit peu amplifié, et en fait tu es obligé d'aller chercher de l'argent. Donc, c'est-à-dire que tu as cette idée, tu fais tes budgets prévisionnels et après tu sais à qui t'adresser, et là tu vas chercher Tu sais qui a la thune. Oui, alors si on savait vraiment qui avait tout l'argent, on serait content. Je pense qu'il y a encore plein de gens qui aimeraient financer la photographie et qui ne le font pas encore. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut, il faut mettre en place tout ça. En fait, le budget, enfin pour moi en tout cas, c'est le nerf de la guerre. Et vraiment là, sur les 2 postes de coordination, tu le sens tout de suite. C'est vraiment hyper important. Du coup, ça me fait penser à une question qu'on m'avait fait remonter aussi. C'est le moment. Est-ce que, donc ça, toi, tu charges des budgets, mais est-ce qu'il y a des photographes qui peuvent arriver avec du budget en disant, est-ce que ça marche aussi dans le sens que il y a des photographes qui peuvent dire, bah écoutez, moi j'ai telle marque, je sais pas, je travaille avec la marque d'un pareil Tintin, il me donne tant d'argent pour faire mon exposition, j'ai ce budget-là, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça marche aussi dans ce sens-là où il y a des gens qui arrivent avec ça ou pas du tout en fait? Alors, je n'ai jamais connu ça dans mon expérience personnelle, et je pense que c'est dû à une raison qui est que, en tout cas dans les festivals pour lesquels j'ai travaillé, il y a aussi, et c'est tout l'enjeu de la gestion des partenariats, en tout cas quand on est dans un festival, c'est-à-dire qu'on n'est pas un espace publicitaire, on n'est pas le salon de la photo. Tu vois, où là, en fait, c'est clairement marqué que tous les sponsors du salon, toutes les marques d'appareils, de matériel, etc., c'est elles qui financent un peu le salon. Et donc, si tu veux qu'il y ait un stand énorme pour les derniers appareils Nikon et qui aura le plus gros objectif, n'est-ce pas? En fait, ça, c'est vraiment marqué. Genre, c'est OK. Alors que je pense dans les festivals, il y a toute cette discrétion de à la fois financer les expositions, mais je pense que c'est difficile pour un festival de présenter vraiment une exposition avec une marque qui soit vraiment très ciblée photographe. C'est-à-dire que je pense, par exemple, que si tu es ambassadeur pour je sais pas, Nikon, j'en sais rien pour le C'est leur citer. journée, on y va, on les adore, mais bonjour Nikon. On y va. En fait, si tu veux, c'est très difficile puisque de fait, tu es déjà identifié comme ambassadeur Nikon avant d'être un photographe qui a été repéré par les rencontres d'art, par circulation. Donc, tu as aussi ce truc. Je pense que c'est un autre sujet, mais il y a beaucoup de festivals qui disent tiens, la première fois qu'il a été exposé, c'était chez nous. Donc c'est plus simple de se dire que c'est toi, festival, qui apporte cette plus-value, plutôt que de dire c'est un ambassadeur. Bon, après, tous les photographes sont pas ambassadeurs, évidemment. Et puis en fait, il y en a assez peu que j'ai rencontrés qui avaient ce soutien-là. Alors évidemment, si ça arrive, je pense que ça peut être qu'une bonne nouvelle. Mais de mon expérience, en tout cas, ça n'est jamais... Donc si c'est pas la marque et c'est pas le photographe non plus qui paye son exposition, c'est vraiment c'est vraiment le festival qui va mettre la main à la poche en disant je te paye tes tirages, etc. Alors, ça, c'est une généralité. En tout cas, moi, les festivals dans lesquels j'ai travaillé, c'était le cas. J'aurais envie de dire fuyez. Et je sais ce que ça veut dire de renoncer à une opportunité pour ça. Mais un festival qui invite ses photographes en leur disant on vous invite, par contre, toute la production des tirages est à votre charge. C'est une hérésie. Enfin, on est en 2022, ça ne doit plus exister. Après, c'est très compliqué parce que quand c'est ta première expo et que tu dis ah cool, je peux avoir de la visibilité, mais en fait la visibilité c'est pas du salaire en fait. Donc vraiment, je pense que à minima les festivals doivent payer la production des tirages. Alors parfois, on a aussi des photographes qui veulent faire des trucs très précis et parfois trop chers. Donc il y a aussi cet entre-deux de se dire bon bah désolé, on a un budget qui est quand même assez bon, mais si tu le dépasses, je veux dire, on peut pas non plus payer parfois des dizaines de milliers d'euros de... Ce n'est pas possible de tirer sur feuille d'or, s'il te plaît, arrête. Une seule petite, peut-être. Mais c'est tout. Donc, je pense qu'il y a normalement, en tout cas, les festivals dans lesquels j'ai travaillé, payer la production des expositions à minima. Enfin, vraiment... Je sais que ça avait fait... j'en avais entendu parler, alors sans leur jeter la pierre, parce que le contexte est très difficile pour eux. C'est juste un exemple complètement comme ça. Mais à Lille, il y a les transphotographiques qui, pendant 20 ans, ont fait... ils ont fait plein de choses super avec plein de grands noms. Et là, ils ont eu des problèmes de budget. Et pour la dernière édition, c'était un peu aux photographes de payer... C'est un cas exceptionnel, mais c'est vrai que sur le coup, je m'étais posé la question de comment ça se passait ailleurs, et c'était une généralité. Donc, pour eux, c'est plutôt un accident et un contexte politique aussi, donc très compliqué dans lequel on va pas rentrer là. Mais donc de base, voilà, il faut fuir les expositions qui vivent un peu sur le
sur le dos des photographes, faut... En fait, je pense qu'il y a aussi, enfin c'est vaste sujet, on peut en parler 3 heures, mais il y a quand même pas mal de trucs là dans la professionnalisation, enfin de sujets très importants dans la professionnalisation de la photographie, rémunérer les photographes et produire leurs œuvres. En fait, ça c'est vraiment hyper important. Alors, tous les festivals, à mon sens, et j'ai pas travaillé dans tous les festivals, même des petits festivals, donc je m'avance pas sur tous les sujets, évidemment, je parle pour moi, mais tous les festivals devraient avoir une enveloppe pour se faire, en fait. À quel moment on se dit, je monte un festival de photographie, par contre, je vais pas payer les œuvres, je vais pas payer les photographes. Je veux dire, alors là, pour moi, c'est une hérésie. Tu construis pas une maison sans te dire j'ai pas de budget pour poser des briques et du ciment. J'ai demandé aux ouvriers de ramener les briques et le ciment. Voilà, hein, ça vous dérange pas, mais bon, je mettrai votre nom sur le panneau, devant la porte, quoi. C'est vraiment un truc, on peut pas faire ça, vraiment non. Et je pense que l'effort, il doit venir des institutions culturelles évidemment, mais des photographes aussi. Et il y a des photographes engagés qui refusent ce genre de choses. Alors évidemment, tu perds peut-être une occasion, une visibilité, mais en tout cas. Je pense qu'il faut faire ce pas et dans les festivals dans lesquels j'ai travaillé, la production des œuvres était prise en charge et ça me paraît évident quand je le dis, mais je sais que ça ne l'est pas. C'est bien de le préciser parce que voilà, c'est le genre de vidéo qui va intéresser des gens qui n'ont pas forcément exposé, qui vont un peu découvrir ça, parce que forcément, si tu as fait 50 expositions, tout ce qu'on raconte là te passe très largement au-dessus de la tête. Donc non, c'est bien de faire un peu de prévention sur ça et de prévenir que c'est pas normal de devoir payer son expo. Sauf contexte très particulier et anecdotique, mais de base, c'est pas normal. Donc, tu as un calendrier, tu as un budget, et après, donc vous décidez comment vous allez décider. C'est-à-dire, tu dis, ok, c'est un appel à candidature, c'est un machin, et alors, le process. Pour le process de sélection, c'est comment dire, ça dépend encore une fois beaucoup de la direction artistique, mais par exemple Deauville, on avait l'appel à candidature pour le tremplin Jeunes Talents, on savait qu'ils étaient en résidence au mois de mars, donc il fallait lancer l'appel à candidature à telle date, enfin voilà. Par contre, il y avait l'autre partie où il y avait aussi des photographes invités par le directeur artistique du festival de l'époque, et là pour le coup c'est des photographes avec lesquels tu es en contact vraiment bien en amont, souvent 1 voire 2 ans avant ton édition, parce que c'est des photographes qui sont très occupés, tu sais que tu vas devoir un peu réserver un créneau dans leur calendrier, si je peux dire, pour pouvoir faire l'exposition. Donc voilà, c'est une fois que tu sais que tu vas inviter et où tu vas exposer les photos, après, si j'ai envie de dire, ça coule vraiment tout seul. Hein. C'est vraiment hyper simple. Tu sais combien de temps tu as besoin pour produire des tirages, les contrecoller, les encadrer, traduire des vidéos, construire des installations, ce genre de choses. Donc tu réfléchis aussi ton calendrier comme ça. Comment ça se passe la sélection? Alors, des grands photographes, entre guillemets, parce que, enfin, des photographes un peu... Je sais que je vais terminer ma phrase. Des photographes un peu réputés et célèbres. À Deauville, vous avez eu, je crois que c'est l'année où j'y ai mis les pieds, il y a eu Françoise Huguier, de mémoire. Ouais, il y a eu Françoise Huguier. Il y a eu Joël Meyerowitz qui a exposé sur la plage, je crois. Ouais. Mais du coup, eux, comment ça se passe? Parce que eux, je pense qu'ils déposent pas un dossier de candidature, a priori, je pense que... Si Peter Lindbergh a envoyé son petit dossier de C'est vrai? Non, c'est vrai. Non, faut pas dire ça, parce qu'après, c'est sur Internet, tu vois, c'est coupé, les gens ils gardent ce passage-là et ça devient une légende qui dit ça va être répété dans des clubs pendant 20 ans, ça, maintenant. C'est terrible. Vraiment, l'Internet, horrible. Écoute, pour ça, en fait, je pense, pour le coup, quand il y a des photographes, donc là, cette circulation ne fait pas partie, c'est un appel à la candidature, donc comme je disais tout à l'heure, tu fais un peu le pari de ce qui existe actuellement. Je pense que pour les photographes, en tout cas, qui sont un peu déterminés à l'avance, il y a à la fois ce qui aide en fait beaucoup, c'est de aussi définir des thématiques, à mon avis. Okay. Par exemple, à Deauville, on savait que au moment où on a mis en place cette rétrospective grand format sur la plage, on avait envie de dédier cette rétrospective, alors au début c'est moins le cas aujourd'hui, à la photographie de mode, parce que Deauville a été très lié à la mode avec l'histoire de Coco Chanel notamment, et plein d'autres qui sont venus là. Donc on s'est dit, la rétrospective, ça sera sur la plage, grand format, et ça sera de la photographie de mode. Donc là, on a regardé quels étaient les photographes qui étaient un peu en lien avec Deauville, et puis tu les contactes, t'en contactes 2-3 en même temps, en leur disant on adore ce que vous faites, on est des super fans, on vous propose telle expo telle année, et après là, tout de suite, ils peuvent se dire ok, banco, on y va, ou non, désolé, ça tombe pas bien dans notre calendrier. Donc dans ces cas-là, tu sais, ok, on peut pas faire ça en 2020, donc on le fait en 2021, et c'est pour ça que je disais qu'en fait, il y a des calendriers
qui sont sur 1, 2, 3 ans maintenant avec le Covid. Je sais même pas à combien d'années lumière on est dans la programmation, parce que tout s'est engouffré dans la brèche. Mais voilà, et après, donc, de là, on avait cette thématique de photographie de mode, mais parfois, tu as aussi envie de te dire, bon, cette année, on est sur une thématique plus sociale, donc on va inviter Françoise Huguet, on est sur quelque chose de plus tourné vers le portrait, donc on invite Vincent Taillé-Valentin à venir. Tu vois, c'est vraiment aussi des thématiques qui dirigent. Il y a une question peut-être un peu délicate, parce qu'on est en France et c'est toujours un sujet délicat, mais il y a la question de la rémunération, alors sans mentionner des sommes, mais du coup les grands noms comme ça, ils sont rémunérés pour venir, puis tu payes le tirage, mais tu les payes. Et alors c'est une question que j'ai, elle est peut-être bête, mais c'est pas grave pour ça. Il y a un côté où pas les gros festivals se payent des gros noms, genre je sais pas, Joël Meyerowitz il coûte X, Peter Lindbergh il coûte Z et Irving Penn qui est mort, donc c'est pas grave, mais je le prends quand même. Imaginons qu'il est revivant, il coûte Z et tu dis ok, bah dans mon budget j'ai les moyens de me payer lui et lui. Est-ce qu'il y a un peu cette compétition entre les festivals au sous pour se payer les meilleurs noms ou pas tellement? Écoute, je ne pense pas. Je pense pas. En fait, je pense que selon le festival que tu es, par exemple, tu as un festival, typiquement Deauville, avoir un Peter Lindbergh, tu sais que ça t'attire du public, donc tu sais que tu as une rétrospective et qu'il y a une part un petit peu, qui n'est pas forcément une part majoritaire d'ailleurs, mais qui va partir à des droits de représentation pour Peter Lindbergh. Et en même temps, quand tu as un gros festival comme Arles, faire une rétrospective sur Charlotte Perriand, en fait, tu sais que tu as aussi un type de public qui vient à Arles pour voir des pontes de la photographie. Donc, c'est un peu ambivalent et en même temps, je pense que il faut pas se dire que tu invites un grand photographe et que du coup tout ton budget y passe parce que sinon tu peux rien faire à côté. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a un équilibre aussi à avoir dans la programmation. D'ailleurs, il y a au final assez peu de festivals qui n'ont que des grands noms dans leur programmation. Ouais. Donc, à part Paris Photo, mais c'est le concept, quoi. Ouais, c'est ça. Je considère pas ça comme un festival. Pour moi, ça reste une foire. Mais évidemment. Carrément, ouais, c'est. Non, mais c'est pas important. Il y a plein de découvertes et on est trop contents de voir tellement de belles choses à chaque fois. Mais pour moi, c'est pas le plus intéressant de la photographie, en tout cas. Oups. Okay. C'est pas. T'as le droit d'avoir un avis. C'est pas moi qui vais t'empêcher de dire des trucs tranchés sur Internet. Hein. C'est un peu. Je sais pas si ça donne un même sur Internet, c'est horrible. Toi, c'est pas mauvais à l'exercice. Okay. Je sais pas si ça répond à ta question, mais... ça répond à ma question. Donc ensuite, vous avez les artistes, vous avez fait les dossiers, vous avez fait la sélection. Donc là, c'est de la prod qu'on va faire. Alors, avant l'étape de prod, il y a quand même une étape qui est assez importante, qui est plutôt de la curation. C'est-à-dire que souvent, on sait qu'on a choisi cet artiste. La plupart du temps, on a aussi choisi quelle série de cet artiste on veut montrer, sauf quand c'est vraiment une rétrospective. Et dans ces cas-là, il y a plusieurs séries qui sont montrées. Donc, en fait, là, il y a vraiment un propos de curation. C'est-à-dire que si tu as une rétrospective sur toute l'œuvre d'un photographe, il faut que tu découpes ton exposition en thématiques, en chapitres, etc. Donc même si le photographe a dit oui pour exposer et que tu as le lieu, avant de produire les œuvres, qui est vraiment l'étape très pragmatique de mise en œuvre où tout arrive et tout est très concret, il y a vraiment cette étape de curation de choisir quelles images tu mets, comment tu scénographies ton espace aussi, hyper important. Ça veut dire quoi, scénographier son espace ? Scénographier son espace, ça veut dire que tu as un lieu. Typiquement, aux rencontres, tu as une église, une chapelle, un lieu, une petite galerie, un seul espace. Et en fait, il faut que tu choisisses, est-ce que tu mets un mur en diagonale au milieu, est-ce que tu mets deux murs, comment est-ce que physiquement dans l'espace, tu orientes le public, sans qu'il en ait conscience, pour qu'il découvre l'exposition chapitre après chapitre, etc. Et donc tout ça, ça vient avant même la production, parce que en fait, ça a un impact sur la production des œuvres. Okay. Même si tu montres une série, est-ce que selon la taille de l'espace, tu n'auras pas forcément la place pour montrer l'intégralité de la série ? Il faut que tu choisisses combien de tirages, quel type de cadre, tout ça, c'est hyper pensé. Et en fait, c'est ce qui prend le plus de temps, puisque finalement, une fois que tu sais que c'est du 60-40 avec des cadres, des passe-partout ou pas, ça va hyper vite. Tu vas sur Amazon faire la commande et c'est terminé, quoi. N'est-ce pas ? On a des super encadreurs qui travaillent hyper bien, un petit peu partout, et que je vous conseille d'aller voir aussi, ça fait partie de la chaîne. C'est partie de la chaîne du monde. Je sais pas si quelqu'un veut... Alors, ils font du grand public aussi ou c'est que des grosses masses pour l'exposition ? Non, ils font du grand public, évidemment. Si tu as des noms de bons encadreurs que tu conseilles aux abonnés, c'est le moment de les dire.
Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec Circad et j'ai un amour fou pour eux, donc je dirais d'aller les voir. Après, c'est vrai que c'est des encadreurs. Circa? Circad, D'accord, Circa. dans le 18e à Paris, mais il y a Après-midi Lab aussi qui sont très bien. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'encadreurs à Paris et parfois même des petits encadreurs d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que les grosses entreprises en tout cas qui existent, il y a aussi des petits encadreurs et parfois il faut pousser la porte d'un truc un peu poussiéreux avec des baguettes en bois en vitrine et en fait c'est des gens qui sont passionnés derrière et qui sont hyper cool, donc allez-y. Et d'ailleurs, petit aparté, mais j'avais travaillé avec un tireur qui me montrait des super tirages qu'il avait fait pour un photographe dont j'ai oublié le nom et son nom ne sera pas évoqué. Et en fait, il avait fait des super tirages pour lui, trop beaux, et ce photographe avait mis ses tirages dans des cadres Ikea. Et en fait, le carton n'était pas neutre et tous ces noirs et blancs qui étaient magnifiques avaient viré au vert. Donc vraiment, l'encadrement, c'est hyper important. Voilà, ça, c'est vraiment des petits trucs Pas de cadre Ikea, vous notez ça. de prod. Ou alors, en tout cas, pas très longtemps, quoi. Et pas sur des hyper beaux tirages. Quand tu vas voir un tireur hyper spécialisé qui travaille encore à l'ancienne, seul, avec ses clients en direct, tu peux pas après mettre ça dans un cadre Ikea. Un peu de respect pour votre travail. Respect pour le travail. Attends, une dernière question sur la curation. Vous faites ça avec quoi? C'est-à-dire papier, crayon, il y a des logiciels spécialisés, vous collez des trucs partout. Comme, tu vois, imagine, je suis un photographe, je vais faire ma première expo. J'ai entendu Amélie qui disait qu'il fallait faire de la scénographie. Comment je fais ça? Rapidement. Alors, en fait, je pense, et c'est une étape qui est très importante, mais de la même manière que tu en parles aussi sur la chaîne, comment on construit un portfolio, comment on fait l'éditing d'une série, qu'est-ce que c'est un projet fini, à quel moment il est fini. L'exposition, c'est vraiment encore un autre concept. Donc, je pense qu'il y a plusieurs manières de faire de la curation et de la scénographie. Il y a les photographes, typiquement, quand on ouvre des fonds d'archives, on ouvre des boîtes et on voit des centaines et des centaines d'images qu'on met sur la table, et en fait, on les choisit. Oui, non, oui, non. Parfois, c'est les recherches préliminaires qui nous font sentir des chapitres. Et là, on a des thématiques. Donc, après, on va voir les photos une fois qu'on a les thématiques et on les choisit. Et en fait, tout ça est très lié à l'espace aussi. C'est-à-dire que si tu sais que tu as 300 mètres carrés, c'est différent si tu en as 2000. Évidemment. Donc, je pense que, en tout cas, en tant que photographe, si vous avez à travailler une scénographie, il faut se mettre devant les images. Il faut avoir en tête le contexte. Est-ce que c'est une expo one-shot, c'est-à-dire les gens vont rentrer dans une galerie, une fois qu'ils ont vu votre expo, ils ressortent, ou est-ce que tu es dans un festival avec 40 autres expositions, auquel cas tu as quand même une lassitude visuelle et intellectuelle aussi qui est là. Donc, il faut aller droit au but, si j'ose dire. Okay. Vraiment. Et dans ces cas-là, pour moi, la seule règle qui fonctionne, et pour le coup, c'est très personnel, c'est de faire simple mais efficace. C'est-à-dire que si sur le mur, et on a le cas souvent avec les jeunes photographes qui veulent tout montrer, parce qu'ils ont l'impression que vraiment, si on enlève cette photo, tout tombe à l'eau. En fait, le public qui arrive dans l'exposition ne sait pas qu'un jour, sur ce mur, il y a eu 4 images, et maintenant qu'il n'y en a plus que 3. Donc, c'est vraiment de choisir ce qui va être en lien avec l'heure déjà, ce que vous avez envie de montrer. Il ne faut pas se restreindre, mais ce qui est aussi en lien avec le lieu et le contexte et le public. C'est-à-dire que l'expo, elle est pas faite juste pour vous, et ça, je pense que c'est hyper important. En tant que photographe, on ne fait pas l'expo pour soi. On fait aussi l'expo pour un public, pour un galeriste, pour des professionnels, et ça, il faut vachement y penser. Je pense que c'est hyper important de se dire que c'est une livraison à autrui. Donc, en fait, tout le monde n'a pas fait toutes les recherches que vous avez fait en tant que photographe. Tout le monde n'a pas vu toutes les photos et ne sait pas. Donc, ne connaît pas vos influences et ne connaît pas votre histoire et vos projets. Exactement. Ok, donc être direct pour être efficace. C'est souvent un bon conseil de faire simple. C'est très, très, très modestement, à ma toute petite échelle, j'ai parfois des abonnés qui m'envoient leurs travaux, des zines, tout ça. Et souvent, ceux que je trouve les meilleurs, c'est ceux qui... c'est des images, ça va de A à B. Et voilà. Dès que ça commence à être des surcouches un peu compliquées, de la mise en forme dans tous les sens. Faut être plus c'est compliqué, plus il faut être excellent pour faire un truc bien. Exactement. Et puis, il faut que ça ait du sens, en fait. Enfin, vraiment, pour moi, le sens, c'est une vraie question. C'est-à-dire, pourquoi tu fais ça? C'est un peu horrible, mais il y a des photographes qui ne savent pas répondre à cette question. Ouais, pourquoi ton image hyper intime, de ta photo d'archive, pourquoi tu l'as tirée en 60 par 80? Et en fait, ça n'a pas de sens. Vraiment, il faut se demander pourquoi on fait ça. Et c'est vrai que ces côtés grandiloquents, il ne faut pas non plus se laisser avoir, je pense, par cette opportunité de l'exposition, surtout quand c'est la première exposition, de se dire « Super, j'ai un lieu, j'ai une visibilité, je vais mettre en tout et en très très grand. »
et ça va être très très génial. Et c'est faux. Souvent ça ne marche pas. Il faut vraiment réfléchir. C'est un vrai truc. Et là, l'accompagnement est hyper intéressant. Pas forcément de curateurs évidemment, de curateurs et curatrices dont c'est le métier, mais de la même manière qu'avant, à mon avis, de finir une série ou de finir un livre, tu le montres. L'exposition aussi, ça se montre un petit peu avant. Donc nous, on travaille avec les tirages pour répondre à ta question qui était celle de départ. On fait la sélection. Parfois, on fait des sélections aussi sur ordinateur, mais il y a quand même un truc qui se passe quand tu vois les tirages, néanmoins. Et puis après, en fait, on met tout sur... moi, je travaille sur InDesign. Il y a des scénographes qui travaillent avec SketchUp aussi ou d'autres logiciels de 3D. Okay. Et on met tout sur les murs. Pour tester et voir. Ouais, pour définir les formats, les types de cadres, etc. Si vous êtes plus modeste et que vous commencez votre première exposition dans une petite salle, des trucs imprimés sur du papier brouillon, etc., ça devrait bien marcher. Tout à fait. À l'échelle complètement. Juste tout bêtement que les photographes maîtrisent Photoshop. Prenez des photos des murs et collez-les au tirage sur Photoshop pour tester si ça fonctionne. Tout à fait. Pour les expositions, je pense que je n'ai plus de questions, mais du coup, j'aimerais bien qu'on parle de ce que tu as fait pour le prix du livre d'Arles. Alors, que de ce qui n'est pas redondant avec ce qu'on a dit avant. C'est la sélection, tout ça, je pense que... on verra si c'est nécessaire d'en reparler. Alors, juste pour poser le contexte, tu as fait 1 an, c'est ça 1 an ou 2 ans? Alors en fait, comme j'étais chargée de production des expositions et qu'il y avait une exposition dédiée au prix du livre, de fait, j'ai géré aussi les prix du livre. Donc j'ai fait ça pendant 3 éditions de rencontres. Pendant 2 éditions, j'étais vraiment à la coordination, c'est-à-dire recevoir les livres, organiser les pré-jurys, les jurys, etc. Et en 2020, j'étais généreusement invitée par Sam Sourdé à faire partie du pré-jury pour le prix du livre. Donc le prix-jury est différent du jury, c'est-à-dire que dans le cas des prix du livre des rencontres d'Arles, on reçoit à peu près entre 800 et 900 livres. Tous. Mon rêve, je veux faire ça. Comment tu as vécu mon rêve? Le rêve absolu. Ça a l'air trop bien. C'est incroyable. Et vraiment, quand tu es un peu passionné de livres, mais c'est un bonheur. C'est un bonheur, mais c'est une tâche très difficile puisque tu as donc 800 livres qui s'ouvrent à toi, qui viennent un peu partout. C'est assez faux. Il y a quand même des endroits dont on ne reçoit pas les livres, dont on ne connaît pas la production éditoriale. Mais tu reçois tous ces livres et en fait, comme le prix du livre est attribué par un jury pendant la semaine d'ouverture, souvent c'est un jury qui est en lien avec les expositions, les curateurs par exemple de l'édition en cours. Ce jury n'a pas le temps de regarder les 800 livres puisque ça prend un sacré moment. Juste pour que les gens se rendent compte, la bibliothèque que vous voyez derrière moi dans les vidéos, il y en a 443 je crois de mémoire, et ça m'a pris genre 7 ans pour les lire et les accumuler, donc c'est le x2. Voilà. Donc c'est énorme, c'est vraiment beaucoup 800 bouquins. Ouais, c'est énorme. Et quand ça nous arrive, c'est merveilleux. Enfin, t'as plein de livres partout, vraiment, c'est un peu le paradis. Mais quand tu sais que tu vas devoir tous les ouvrir, les comprendre et les sélectionner, là, tu t'es un peu face à un abysse. Donc, tu fais cette présélection pour faciliter le travail du jury. Exactement. Et en fait, on donne au jury, il y avait 3 catégories, et elles sont encore là d'ailleurs, je pense, dans le prix du livre. Le prix du livre historique, phototexte et prix du livre d'auteur. Donc il y a 3 catégories et on met à peu près 20-25 livres par catégorie. Donc il faut en choisir 60 sur 800. Donc 60, ça paraît beaucoup, mais sur 800, c'est assez compliqué, et c'est pour ça que dans le pré-jury, il y a plusieurs personnes, parce que tout seul, c'est infaisable. D'ailleurs, moi, j'étais là de manière très modeste, juste parce que j'adore les livres et que je connais les rencontres d'Arles et l'exposition. Mais on travaillait aussi vraiment avec 2 experts et expertes du monde du livre, qui, en fait, ont cette vision de connaître tout ce qui paraît en livre dans l'année, mais ce qui est paru avant aussi, ce qui nous permet aussi de, par exemple, détecter les photographes pour lesquels c'est le 6e ouvrage ou vraiment une édition qui a marqué le milieu, en tout cas dans l'année. Donc ça permet de faire le choix assez vite, de savoir sur lesquels vraiment il faut aller un petit peu plus loin parce que le photographe est hyper intéressant, parce qu'on en a déjà entendu parler. Donc, mais c'est un travail de titan, et c'est pour ça qu'on... Si jamais tu as besoin, je pense que moi je suis volontaire et je pense qu'il y aura mettez-le en commentaire, c'est le moment. Si jamais postulez en commentaire si vous voulez aider Amélie à choisir des bouquins aux rencontres d'Arles un jour. Malheureusement, je ne le fais plus. Peut-être qu'un jour j'y serai, mais vraiment c'est passionnant, et en fait ça a le grand avantage de te donner à un instant T ce qu'est
l'actualité du monde éditorial. Alors évidemment, et là je resserre un tout petit peu le truc, les livres viennent majoritairement d'Europe, donc c'est pas toute la production éditoriale du monde, sinon il y aurait peut-être 3000 livres, je ne sais pas. C'est toujours intéressant, même 3000, je suis preneur. On y va, on prend vraiment. Donc c'est vraiment hyper intéressant, et de fait la sélection se fait notamment, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la pertinence du support, c'est-à-dire pourquoi ce que tu as fait avec ta série, tu l'as mis dans un livre de cette manière-là, et en fait, le sens vraiment ce que tu veux dire. L'adéquation entre les deux. Exactement. Et d'ailleurs, le livre ne doit pas être ce que serait l'expo, c'est-à-dire ça ne doit pas être normalement le même ordre, vraiment, il y a un truc très différent qui se passe dans le livre. Il y avait à la fois des questions d'originalité du sujet, le choix aussi de vraiment un truc très physique, un peu sensuel quand tu les lis, vraiment de rapport à la matérialité du papier, de l'objet, le bruit qu'il fait quand tu l'ouvres. J'adore sentir les livres, par exemple. Je sais pas si c'est un critère, l'odeur du livre. Ça veut dire qu'il y a une partie des livres du prix d'Arles pendant 3 ans, 2 ans, qui ont été choisis au nez, quoi. Exactement. Voilà. J'ai des petits coups de cœur papier. Voilà. Mais vraiment, c'est passionnant. Et écoute, envoyez vos candidatures pour faire partie du prix Joly. Ils sont là. Ça fera du reach sur YouTube, c'est très très bien en fait. Ok, très bien. Ok. Alors j'ai une dernière question. Si tu n'as plus rien à dire sur les livres, mais sinon j'ai une dernière question qui est, d'habitude je demande 3 conseils pour finir, mais là je vais avoir une question qui est un peu sur un point stupide, mais allons-y. Il y a un truc qui m'amuse beaucoup en photographie, moi et quelques amis, c'est ce qu'on appelle le bullshit photo, c'est-à-dire ok, tu vas te alors je précise pour les abonnés, le bullshit photo c'est quoi? C'est quand on tombe sur des textes qui sont incompréhensible pour justifier à peu près n'importe quoi comme exposition. Typiquement, un grand magazine français que je ne citerai pas est spécialisé là-dedans et avait fait paraître le travail d'une photographe qui collait des objets sur sa peau et photographiait l'empreinte. Voilà, je viens de vous le résumer. Ça peut être intéressant, ça peut ne pas l'être, chacun ses goûts, et à la limite, pourquoi pas ce travail photographique aurait un sens. Enfin, il peut avoir un sens, et voilà, mais le texte à côté, c'était, on te vendait un truc incroyable, quoi. Alors tu pourrais juste dire, ah, cette nana elle est cool et elle fait ça, et puis voilà, ça ressemble à ça, et point, terminé, faire simple. Mais est-ce que le bullshit photo t'envoie aussi? Mais comme tu hoches la tête, je pense que c'est oui. Est-ce que c'est quoi ton rapport avec ça? Est-ce que c'est un truc que tu fuis, tu fais attention, toi aussi t'en as marre, ou est-ce qu'on le Alors, ouais. C'est bullshit photo. Eh ben, le bullshit photo existe vraiment, et je pense que ça fait partie aussi de nos métiers en tant que productrice, médiatrice, d'essayer d'arrêter ça. En fait, à mon avis, ça vient de plusieurs choses. Déjà, il y a des photographes qui ne savent pas parler de leur travail et qui, du coup, pour essayer de noyer le poisson, essayent de mettre des mots un peu compliqués, à plus de 4 syllabes, les uns à la suite des autres, et ça veut rien dire. Du coup, ils ont l'impression que comme ça, c'est un peu nébuleux, donc c'est un peu attractif. C'est faux. Aussi, ils interrogent et ils questionnent. Quand un travail interroge ou questionne, souvent c'est le warning. Attention, on est parti. Ouais. Alors moi, c'est met en lumière. J'y arrive plus, cette tournure de phrase. C'est non, on ne fait pas. Donc je pense qu'il y a ça. Mais normalement, les commissaires d'exposition sont aussi là pour accompagner tout ça. Les productrices aussi. C'est vrai qu'à Arles, on relie l'intégralité des cartels et il y en a masse. Mais il faut que ça soit intelligible. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Je pense qu'il y a une question de sens à avoir quand toi, en tant que photographe, tu fais une expo, mais aussi en tant que commissaire, quand tu présentes une expo. En fait, tu la livres à un public, et c'est un peu le truc de l'entre-soi. On se fait un peu mousser, quoi, pour dire, oh, regardez comme c'est super intelligent ce que je propose, etc. Et je pense que tout le monde ne fait pas ça, mais qu'il faut bien avoir conscience qu'en fait, on livre des œuvres à un public, et on livre un projet à un public. Et pour moi, et là je parle vraiment en tant que public, quand je vais dans une expo, j'ai envie d'apprendre des trucs, j'ai envie de comprendre. Si je lis un texte et je suis là, mais en fait, la personne qui a écrit ce texte l'a écrit pour elle et pas pour les gens. Et en fait, c'est vraiment ce truc de partage. À mon sens, quand on conçoit une exposition et un projet, on est là pour le livrer aux autres. C'est ce que nous, on perçoit du monde, certes, mais on a envie de le montrer, on a envie de le partager. Et à partir du moment où tu fais ça, maintenant, tu penses à l'autre. Et je pense que ça a aussi ces trucs c'est des milieux qui sont très prestigieux, qui sont très courus, c'est des milieux intellectuels aussi. Et donc, t'as cette espèce d'entre-soi et de je fais ça pour moi. Et je pense que c'est vraiment dû à ça. Ouais, ça me fait penser au...
c'est là que la question et ta réponse, surtout ton Bapic, c'est qu'on reboucle un peu sur ce que je t'ai posé au début, qui était ce côté un peu mystérieux, etc., élitiste, et je pense que ça y contribue. En fait, le contenu que je fais, c'est un truc tout con, c'est que moi j'aime bien la photo et j'aime bien en partager tout ça. Et je trouve ça chouette de démocratiser ça, je trouve ça chouette que ce soit accessible et que les gens se disent ouais cool, une expo je peux y aller, un bouquin photo je peux y aller. Et il y a plein de gens qui ont acheté leur premier grâce à moi et c'est ce qui me fait vraiment le plus plaisir. Et je pense qu'à l'inverse, ça fait le travail dans l'autre sens, ce genre de truc où tu te dis bah si tu vas à une expo, tu dis allez vas-y, parce que le monde de la photographie, quand tu es amateur et que tu commences à te former un peu sur internet, il est très techniciste. Tu te dis allez vas-y, il y a une expo près de chez moi, j'y vais, je fais l'effort, je m'intéresse à autre chose, tout ça, et tu te prends un truc comme ça, tu te dis mais en fait c'est pas pour moi, tu vois, c'est fait pour l'entre-soi, c'est toujours les mêmes qui font les mêmes textes sur les mêmes gens qu'on expose, tout ça, et c'est hyper négatif je pense au final T'as complètement raison. T'as complètement raison et je pense qu'il faut sortir de ça et en fait c'est au festival d'œuvrer pour, c'est aux commissaires de rendre leurs trucs intelligibles, c'est aux productrices qui relisent les textes, aux médiatrices qui expliquent, de sortir de ça. Alors par contre je veux bien, en fait il y a aussi des projets qui sont compliqués parce que t'as aussi tout ce pan dans la photographie et qui intéresse aussi beaucoup les institutions je pense parce que comme je te disais tout à l'heure il y a aussi des institutions qui essaient de réfléchir à ce que sera la photographie plus tard et rien que le fait de se poser cette question c'est t'as vraiment une réflexion que moi je trouve passionnante et qui m'intéresse aussi, mais c'est vraiment sur la recherche de ce que c'est en fait l'image de manière générale, mais de fait ça c'est peut-être plus dédié à des revues scientifiques, d'études et de recherche, mais c'est vrai que quand tu es dans une exposition, attention, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout simplifier, loin de là. Je pense qu'il ne faut pas non plus prendre notre public pour des idiots complets. En fait, les gens sont capables de comprendre des trucs un peu compliqués. Il faut qu'il y ait une démarche qui aille dans les deux sens, en fait. Voilà, exactement. Mais le sens des mots, en fait, vraiment, arrêtons de noyer le poisson. Ça, c'est une vraie bataille personnelle. Mais j'ai fait des études de lettres, donc je pense que je suis un peu là-dessus. Tu vois, le sens des mots, c'est hyper important. Et puis, pas noyer le poisson. Donc, je pense que ça existe, le bullshit photo. Je pense que ça existe. Et je pense qu'il existe aussi de la photographie, même sans les textes ou des séries, c'est vraiment du bullshit, je pense. Mais parce que, encore une fois, tu réponds pas à la question, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, si la réponse à cette question est claire, pourquoi photographiez-vous? Je crois que c'est une vidéo un peu connue. En fait, je crois qu'il y avait eu une série de réponses photo il y a des années sur cette question. Okay. Tu sais répondre à ça, tu as du sens, normalement, tu arrives à le transmettre. Si en tant que photographe, vous n'arrivez pas à écrire, il y a des gens qui savent écrire des super articles de blog, par exemple, qui peuvent vous aider. Je vais avoir 50 demandes, mais ok. Voilà. Écoute, voilà, en tout cas, je pense que ça existe et ça me fait beaucoup rire. Et je pense qu'on a du pain sur la planche à ce niveau-là. Ce sera le mot de la fin. Une heure pétante, c'est l'interview la plus carrée de toute l'histoire de celle que j'ai faite. Voilà, on ne pouvait pas mieux tomber. Merci beaucoup Amélie pour cet échange. C'était super chouette et j'ai appris plein de trucs sur comment ça se passe tout ça. Et du coup, j'espère que les gens aussi. Enfin, ce serait bizarre d'être suivi avec des gens par des gens qui connaissaient déjà tout ça et qui disaient rien de tout ça. Mais j'ai appris plein de trucs et c'était super chouette. Donc vraiment merci beaucoup pour moi et pour l'audience. Je vais mettre dans la description de la vidéo un lien vers le compte Instagram d'Amélie si vous voulez la suivre, son actualité. Aussi tu as un bébé blog qui s'appelle Quelque chose de noir où tu as commencé à écrire et tu ne l'as pas avancé mais pourtant c'était bien. Donc en fait ce que je vous invite tous à faire, et vous êtes des milliers, c'est à écrire à Amélie tous les jours pour lui dire écris un article. Vraiment c'est le cadeau, c'est le petit cadeau que je te fais pour repartir. Celui-là. Et oui, et surtout, je le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est des formats qui sont longs, c'est des formats qui sont forcément un petit peu moins vus, un petit peu moins populaires sur YouTube, parce que les vidéos courtes et punchy marchent mieux, mais comme vous le voyez, on a le temps d'évoquer plein de sujets qui sont intéressants dans ces formats, donc vous connaissez la musique, un petit pouce bleu, même si vous avez aimé la vidéo, dites juste ça en commentaire, l'algo il est très content, partagez-la, et ça nous aidera tous beaucoup à faire d'autres contenus comme ça. Voilà. Merci beaucoup à toi Thomas, merci à vous qui avez écouté cette vidéo et je suis toujours hyper ravie. C'est vrai que c'est des métiers qu'on connaît pas trop, la production, et en fait c'est des gens qui sont passionnés et qui ont beaucoup à apprendre, et je parle de moi mais je parle de toutes les personnes géniales que j'ai croisées sur mes missions, donc merci de m'avoir ouvert ta porte et puis à bientôt. C'est ça, à bientôt, salut.